Bonsoir à tous, chers supporters. Ce fut long, très long, dur, très dur, ennuyeux, terriblement ennuyeux. Mais le PSG l'a emporté face à Leipzig 1-0 et se retrouve donc maître de son destin pour la qualification. Le PSG a donc les cartes en main. On va revenir sur cette victoire contre le club allemand et on reviendra également rapidement sur le match nul contre Bordeaux 2-2. Lionel, bonsoir. Bonsoir Albanie. Le banni. Drayas, bonsoir. Bonsoir le banni par procuration. Donc on va commencer par ce match contre Leipzig. Compo de départ, Lionel, est-ce que tu t'attendais à quelque chose de plus audacieux vu que Tourelle jouait un peu sa dernière carte ou est-ce que tu as été surpris par la nouvelle compo un peu défensive? Non, j'ai pas été surpris. Enfin, quand on voit le niveau des offensifs, le niveau physique de l'équipe, etc., je pense, je dis pas qu'il pouvait pas faire mieux, hein, mais je pense que Tuchel, en ce moment, il préfère assurer ce qu'il peut assurer et puis voir ce qui peut se passer devant, quoi. Mais non, j'ai pas été surpris. Après, en ce moment, quand on regarde le match du Paris Saint-Germain, on s'attend pas à grand-chose. Ça devient presque un peu comme un cocaïnomane qui prend sa drogue, mais qui sans prendre de plaisir derrière, quoi. C'est ça le Paris Saint-Germain, c'est notre drogue sans plaisir. Presse qui faisait la part belle à des offensifs avec une équipe coupée en deux. Et on a eu la part belle à une équipe coupée en deux sans offensif. Donc j'étais déçu. Après, dire que il n'a pas de choix, il se retrouve des fois à utiliser des mecs qui reviennent de blessure, des mecs qui vont finir en blessure, des mecs qui, etc., plutôt qu'utiliser Rafinha, alors que clairement Rafinha a un profil de 8 haut qui nous fait défaut. Et il y a un moment où je trouve que trouver des excuses à Thomas Tuchel, alors c'est vrai, il y a le Covid, c'est vrai, on est une des équipes, et d'ailleurs c'est peut-être de la responsabilité aussi du staff, une des équipes qui a été le plus touchée, peut-être même l'équipe la plus touchée par les absences dues aux blessures dans cette période Covid. Mais il ne faudrait pas non plus sous-entendre qu'il n'a aucun autre choix, qu'il essaye tout. Euh, on a constaté sur ce match-là qu'il a fait un choix qui était résolument défensif. Il a vraiment fait le choix de laisser trois mecs devant se démerder tout seul avec des espaces de 25 mètres les uns entre les autres. Et on ne peut pas dire qu'il y a un coach qui a essayé tout ce qui était possible. Je pense que Lionel, lui, alignerait Rafinha, que ce n'était pas exactement ce qu'il voulait dire. Lionel? Ah non, mais j'ai jamais dit que moi je suis d'accord avec cette compo. Je dis juste que dans l'état d'esprit dans lequel Tuchel est à l'heure actuelle, je pense qu'il ne fera pas différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il gagne. Donc, il n'est pas à la recherche de spectacle ou de mettre quelque chose pour faire du beau. Tout ce qui l'intéresse, c'est gagner. Et est-ce que c'est cette compo qui permet mieux de gagner? C'est la question. Si tu regardes le scénario à Leipzig, à moins d'une énorme erreur et d'une énorme donation de la défense de Leipzig, tu marques pas parce que tu n'as pas une seule occasion du match. Je sais pas, tu as un nombre de tirs au but qui est famélique, tu as un nombre de corners qui est famélique. C'était complètement indigent. Et Non, dire que mais ça marche pas en fait par rapport au scénario du match. C'est juste qu'on a chaté le fait de gagner. mais je suis d'accord, mais sauf que quand tu vois 3 ou 4 jours après, quand on finit avec les 4, 5 offensifs contre un Bordeaux extrêmement moyen, comment les 20 dernières minutes, entre guillemets, on serrait les fesses pour ne pas s'en prendre un troisième, un quatrième, un cinquième qui allait s'enfiler derrière. C'est vrai que le deuxième de Bordeaux, c'est un 4 contre 4 où les milieux sont à 45 mètres. Les Quand- attaques. enfin, les Spigs, c'est 10 fois plus fort que Bordeaux. Je pense que s'il avait mis cette équipe avec la structure actuelle du Paris Saint-Germain, on s'en prenait 3, 4, 5 au parc sans crier garde. Donc, je dis pas qu'il peut pas faire mieux, sauf que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'état d'esprit des joueurs, dans l'état d'esprit du staff, tactiquement, etc., vu qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, je pense qu'il met une équipe en se disant, ben, si on en met un sur un penalty donné ou un but châteux, etc., et que derrière on n'en prend pas, au moins on gagne 1-0 et basta. Après, est-ce que c'est ce que j'ai envie de voir? Non. Parce que je ne cherche pas des excuses ou autre, je fais une analyse froide et placide de ce que Tuchel met en place. Fair enough.
Ok, on va passer à la perf collective. On a commencé à en parler. Dreyas, est-ce que tu as quelque chose de bon pour tirer de ce match collectivement parlant? Rien. Même pas la manière de garder le score Oui, alors après, si tu veux, tu peux parler de la performance défensive où effectivement on est capable de proposer deux lignes. Enfin, grosso modo, on a posé un bus face à Leipzig qui est pas un cadre européen et qui n'a pas des armes offensives extrêmement dangereuses. Et on peut vraiment remercier le ciel que Leipzig n'ait pas des meilleurs joueurs dans son effectif, parce que si ils avaient fait preuve de plus de justesse technique, notre ligne de 2, ils l'auraient transpercée. Mais on peut mettre en avant une solidité défensive, mais au regard du néant offensif de ce qu'on a proposé, j'ai même pas envie de le mettre en avant en fait. Lionel, est-ce que tu vois quelque chose de bon, toi? Après, je vais. Alors, non, je vois rien de bon, mais ce qui est pire, c'est que c'est la première fois que, depuis très longtemps, que lorsque je regarde les matchs du Paris Saint-Germain, je le regarde d'un seul œil. Et encore pire en Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est quand même le seul moment où normalement je me dis enfin, il y aura de l'aversité ou à quelque chose. Ça devient indigent, donc ce qui fait que même pour analyser ce genre de match, c'est compliqué parce que je le regarde d'un œil et ça devient triste en fait à voir. Alors, comme le Dridress, c'est pas chercher des excuses à toucher l'autre, mais c'est vrai que ça devient catastrophique. Mais vraiment, c'est grave, quoi. Ah, c'est abyssal, c'est Bah, abyssal. la presse parle d'ailleurs de peut-être pire match que aussi dans le fond de jeu C'est en abyssal, Ligue des Champions. c'est abyssal. On va quand même essayer de faire une analyse individuelle. Navas, qui sauve un peu les meubles, Dreyas, t'en penses quoi? Déjà, moi là-dessus, j'ai envie de dire, j'ai envie de mettre 6 à tous les joueurs. Indépendamment des uns et des autres, j'ai même pas envie de rentrer dans une analyse individuelle. C'est quand tu proposes une bouillie collective avec, par exemple, je vois énormément de gens qui sont en train de tomber sur Neymar parce que Neymar essaie de trouver des solutions tout seul, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire quand tu as Di Maria qui est 25 mètres sur la droite, tu as Mbappé qui a 25 mètres sur la gauche et que autour de toi, tu as trois mecs et que entre toi et Di Maria ou Mbappé, tu as deux mecs. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire d'autre que trouver une solution individuelle? Donc, on s'en prend aux joueurs individuellement et je trouve que c'est un non-sens. C'est à partir du moment où tu n'as aucun circuit de jeu qui sont proposés, aucune habitude de travail, aucun mécanisme, aucun replacement, aucun tout ce que tu veux, que la seule directive, c'est planquez-vous tous derrière et balancez devant, les joueurs sont tous à féliciter Pourtant, parce quand Keane et que, Rafinha rentrent, ils apportent d'un coup plus de vent alors et plus oui, mais d'initiative, moins dans l'individualisme primaire. t'oublies une chose essentielle qui est que tout à coup, tu as une fatigue côté Leipzig et effectivement, des joueurs qui sont frais apportent un poids qui est devant, mais tu les aurais fait rentrer en début de match, je pense pas que ça aurait fait une Après, grande différence. Et sur Verratti, on pourra revenir dessus dans l'absolu, mais en soi, j'ai même pas envie de pointer du doigt un joueur parce que les joueurs ont fait preuve de volonté. Là, tu es en train de critiquer, mais les offensifs, par exemple, ont fait les efforts défensifs. Ils ont essayé de trouver des solutions dans des contextes où il était impossible de trouver des solutions. Le milieu de terrain, il était à faire au mieux dans ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Et la défense a fait son match. Mais j'ai même pas envie de pointer les individualités tant il y avait juste zéro fond de jeu, il n'y avait aucun équilibre sur lequel les individualités pouvaient s'exprimer. Lionel, est-ce que tu as le même avis ou tu es plus sévère sur le comportement individuel, notamment des trois de devant? Comme je suis assez d'accord avec Drea, c'est-à-dire que même Florenzi, qui est quand même connu pour être un latéral assez offensif, j'ai pas souvenir de l'avoir vu franchir la ligne médiane pendant 80 minutes de jeu, quoi. Je crois que c'est quand Verratti rentre qu'il monte un peu plus, mais c'est vrai que c'est compliqué en fait de juger les joueurs quand il n'y a pas un collectif autour. Surtout des joueurs comme Neymar, Mbappé, Di Maria, qui, alors c'est de très grosses individualités, mais qui ont quand même besoin de se servir des appels, des mouvements des joueurs. Et, on joue avec trois milieux de terrain qui sont meilleurs dans leur premier tiers. Euh, les latéraux qui ne montent pas. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Traias, quoi. Le pauvre Florenzi, en même temps, il y a une image où il est complètement carbo, la tête Oui, entre les mains à la ah 80e, oui, alors qu'il a fait qu'une montée. il y a des problèmes physiques. Ouais. Du coup, vu que c'est compliqué, je suis d'accord avec vous, d'analyser individuellement un match dans une telle bouillie collective. Une petite question, tiens, comme ça, vu l'entrée de Verratti, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas meilleur en impact player, Lionel? Bah, pour être meilleur en impact player, il faut déjà qu'il est meilleur que lui sur le terrain au départ.
et avoir ce joueur qui apporte 20-30 minutes. Sauf que aujourd'hui, on pense cela parce que il a fait une bonne entrée contre Leipzig et que on était tellement dans le dur qu'on est content. Mais enfin, pour moi, un impact player, c'est surtout un joueur qui, après que ton équipe ait déjà fait un véritable travail, qui rentre pour apporter ce plus. Là, il est pas entré pour apporter un plus, il est rentré pour presque sauver ces 15 dernières minutes où on était déjà plus bas que terre. Donc, non, je pense que c'est un joueur qui doit débuter, qui doit se remettre la tête à l'envers. Enfin, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a déjà eu la tête à l'endroit? Je veux dire la tête à l'endroit, pardon. Mais c'est un joueur qui doit travailler plus. La question, c'est est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il le fera un jour? Ça, c'est autre chose, c'est notre débat. Mais c'est un joueur qui est aujourd'hui dans l'équipe du Paris Saint-Germain doit être titulaire, sans aucune discussion. Arias. Lionel a presque tout dit, mais j'aimerais mettre en avant vraiment un fait important, c'est qu'on a vu Marco Verratti débuter de nombreux matchs sous Thomas Tuchel et rendre des copies où il ne proposait pas en un match le quart de ce qu'il a proposé pendant ces 15 minutes. C'est que c'est une chose que de rentrer dans un match, et du coup, je comprends tout à fait le bien fondé de ta question, c'est que c'est une chose de rentrer dans un match, c'en est une autre de commencer. Après, je rejoins Lionel, c'est le niveau de Marco Verratti est tellement au-dessus de celui des autres que c'est très difficile d'envisager une composition du match où s'il est en pleine mesure de ses moyens, de ne pas l'aligner. Mais il y a quelque chose qui m'a profondément gêné où tout à coup c'était Alléluia, on a la solution, on a Marco Verratti. Non, c'est pas Alléluia, on a la solution, on a Marco Verratti. C'est Marco Verratti, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là. Bon, alors il a déjà loupé énormément de matchs importants sur des blessures, mais au-delà de ça, quand il était là, il y a plein de fois où il ne suffisait pas pour trouver des solutions. Et se dire, ah, la solution existe parce qu'il a fait 15 minutes extraordinaires, il y a un moment, non, enfin, c'est pas raisonnable quoi, de dire ça. Ok, on a vu des joueurs qui étaient plutôt perdus, nerveux, des joueurs qui ont parlé beaucoup au coach en cours de match, qui ne comprenaient pas forcément tout. On a eu Di Maria qui a râlé, selon un de ses proches. Enfin, c'est un de ses proches qui parle pour Di Maria, mais Di Maria ne comprenait pas pourquoi c'est lui qui sortait et pas Neymar et Mbappé. Enfin, il y a beaucoup de nervosité. Est-ce qu'on dit le groupe soudé autour de Tourelle? Est-ce que pour vous, il y a des premières fissures? Est-ce que les tactiques de Tourelle transmettent eux-mêmes la nervosité au groupe? Derrière, t'en penses quoi? J'ai pas d'avis sur la question. Pour vraiment répondre à cette question, il faudrait être dans le secret du vestiaire. Je n'y suis pas. Ce que je constate, c'est il y a des joueurs qui, au fil des déclarations, continuent de soutenir Tourelle, le capitaine en premier lieu. Neymar, qui est le capitaine psychologique ou le capitaine technique, ou je ne sais pas comment on peut dire, juste derrière. Mais comme tu l'as dit si bien, on a vu Neymar en train de parler avec le banc de touche à au moins 3 reprises pendant le match pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il devait faire, comment est-ce qu'il devait faire, et de ne pas trouver des solutions. On a un groupe qui n'arrive pas à trouver des solutions, qui semble s'en énerver pendant le match, mais qui semble s'en contenter parfaitement en dehors du match. Pour moi, il y a un problème de management, mais un problème de management bien au-delà de l'entraîneur. Il y a un problème d'implication. Enfin, c'est juste incompréhensible ce qui se passe dans ce club. Lionel, cette nervosité, est-ce que pour toi, elle est due à Tourelle ou c'est plus global? Non, je pense que c'est quand même plus global. Quand un sportif de haut niveau n'a pas l'entièreté de ses moyens, soit physiques ou mentaux, ben, forcément, c'est plus compliqué. Je pense que les joueurs physiquement sont pas au top. Après, Tuchel aussi a sa part de responsabilité parce que quand tu n'arrives pas à t'introduire dans un collectif, que tu n'arrives pas à avoir une structure et qu'en plus de ça, tu n'es pas à 100% de tes moyens, ça complique les choses. Donc, je pense que il y a du Tuchel, il y a de la fatigue mentale, la fatigue physique. Je pense que c'est quelque chose de global, mais que Tuchel n'est pas à 100% celui qui est responsable concernant cette nervosité. Bien sûr, il en fait partie des responsables, mais il y a beaucoup de critères autour qui génèrent cela. En parlant de nervosité, on peut parler de la conf de Tourelle en fin de match, qui notamment envoie complètement chier Mohamed Bouassi, qui lui pose une simple question tactique. Est-ce que Tourelle est en train de devenir un peu fou dans ses conférences de presse, selon toi? Alors, j'ai pas entendu la conférence. Si je lui demande juste, tactiquement, vous aviez l'air un peu perdu et Tourelle l'a carrément envoyé chier en mode c'est toujours pareil, les goûts, mais en mode violent.
Très, très D'accord. désolé. Lionel? Oui, oui. Oui. Non, non, Oui. tu vois, je peux te dire, j'avais même pas entendu parler de ça. Après, je pense que c'est quelqu'un qui, en ce moment, a cru que une finale avec des champions allait lui donner l'immunité et qui n'est pas capable de se remettre en question et d'analyser les choses. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il a envie de défendre son groupe. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a l'impression des fois qu'il rentre dans un, dans une discussion où il est complètement, on va dire, comment dire ça? Pas perdu, mais on a l'impression qu'il a pas vu le match. Et des fois, on a besoin d'un peu d'honnêteté. Et ce qu'on a pu voir après Bordeaux, par exemple, quand il a fait son interview de match après Bordeaux, des fois, on a juste besoin d'entendre ça. Dire, voilà, oui, on n'a pas été bon, oui, les comportements sont pas bons, etc. Oui, Tchormil dit, ok, physiquement, les joueurs sont pas bien, etc. Mais il doit savoir accepter de dire, oui, c'est vrai que devant votre télé, je peux comprendre que vous ne puissiez pas apprécier un tel match. Et ça s'arrête là. Mais voilà, il a des comportements sûrement. UFC pour rappeler, comme ça va répondre. Il lui dit, vous avez dit qu'on avait besoin d'une victoire, elle est là, le match, il y a une grande peur, un match difficile, mais on a gagné, qu'est-ce que vous voulez, patron de jeu, désolé, pardon, on essaye, désolé, mais d'une manière très ironique, il le dit. Moins fort que l'an dernier, c'est à vous de le dire, les experts, ça va vous faire votre débat toute la semaine, vous allez être contents. Au niveau de l'équipe, c'est toujours la même question. Vous pouvez poser cette question dans les vestiaires. Si vous avez des couilles, allez leur poser aux joueurs parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts, ils ont tout donné, physiquement tout. Je suis fatigué par vous, je suis fatigué de répondre à ça. Andreas, est-ce que Tourelle doit réagir comme ça? Non, 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 il ne doit pas réagir comme ça. Clairement, mais là-dessus, il montre aussi un côté humain, c'est-à-dire qu'il est complètement dépassé par les événements. Faut se mettre à la place de Thomas Tuchel. Il est dans une situation où il sait qu'il ne sera pas prolongé. Il a un groupe qui est déséquilibré. Il a des joueurs qui sont tous pétés physiquement, plus les uns que les autres. Et lui, il essaye de sortir le maximum. Et il se sent complètement harcelé par les trucs et il a limite envie de basarer le truc, tout en protégeant un maximum ses joueurs. Même si on peut noter que contre Bordeaux, c'est la première fois qu'il les lâche. On peut le comprendre. On peut le comprendre humainement, on peut le comprendre pourquoi il réagit comme ça, mais après, non, bien sûr qu'il a tort. Il devrait certainement pas afficher autant de nervosité. À la limite, s'il veut dire on a fait un match de merde parce que c'est la seule chose qu'on est capable de faire et ça nous a permis d'obtenir la victoire, bah, qu'il le fasse en s'assumant. Pas en étant sur la défensive, pas en étant dans l'agressivité, il se met les journalistes à dos, il ajoute à la dose d'incompréhension. Déjà que personne n'a compris le match, il va rajouter une surcouche d'incompréhension. Il se met tout le monde à dos en faisant ça. Il a infiniment tort. C'est compréhensible dans sa position qui est, à proprement parler, intenable, mais il a tort. En tout cas, il affiche la nervosité de tout un club. Oui, ça oui. Une petite question qui peut faire polémique au vu de la perf et même avant le match. Est-ce que, vu notre niveau actuel, vous auriez souhaité une défaite et donc une élimination de la Ligue des Champions? Brias. Honnêtement, en voyant le match, avant le match, non. Avant le match, non. Mais en voyant le match, oui. Oh que oui. On mérite de perdre ce match dans les grandes largeurs. Et on mérite de se prendre une piqûre de rappel. Il y en a marre des fausses bonnes idées, des fausses bonnes illusions, à savoir tu finis premier de Ligue 1 et tu atteins le quart, et puis oh, l'année Covid, tu atteins la finale, mais le quart de finale de Ligue des Champions, et t'accrocher à ça pour te dire que ton groupe vit bien et que tout va bien et que tous tes efforts ont été dans le bon sens. Il y a un moment où on a besoin d'une piqûre de rappel de se manger la réalité, en fait. C'est juste qu'on est un club de seconde zone avec des joueurs à 200 millions d'euros. Parce que grosso merdo, c'est ce qui se passe. C'est qu'on a des joueurs qui valent 200 millions d'euros. Ils sont titulaires dans n'importe quel club. Il n'y a aucun problème là-dessus. Avec n'importe quel coach trouvera d'utilité à eux. On les a. Mais on est un club de seconde zone et dans l'organisation, et dans la structuration, et dans la réalisation sur le terrain. Et il y a un moment où on a besoin d'une piqûre de rappel juste pour percuter là-dessus et arrêter de nous bercer sur ces espèces d'illusions, le système, nous serons tous ensemble, ou je sais pas quoi, qui se perpétue année après année et qui nous mène année après année, à chaque fois un petit peu plus le bec dans le sable, à constater que notre jeu est nul. Lionel, est-ce que toi, tu aurais souhaité une défaite? Non, jamais. Je peux jamais souhaiter une défaite de mon équipe. Après,
La question, c'est est-ce que je pense qu'on va passer? Non. Non, parce que je ne pense pas que Paris soit capable de prendre 4 points sur les 2 derniers matchs. Et je pense que Leipzig est capable de prendre ces 4 points. Donc, je pense que dans tous les cas, Tu vois le... Leipzig ne pas perdre contre United, toi. Comment? Prendre un point. Tu vois Leipzig capable de prendre un point contre United, en gros. C'est-à-dire que je pense que on ne prendra pas, enfin, on gagnera pas à United. Donc, United sera qualifié à la dernière journée et donc ils n'auront pas cette pression d'aller chercher la victoire. Et ils en sont même plus de premiers. ça, Assurés d'être premiers. Non, parce qu'ils ont perdu contre Bakeshir en match. Oui, mais contre Leipzig, ils ont gagné 5-0. Donc pour que Leipzig leur revienne à leur niveau, comme c'est la différence individuelle. enfin, s'ils nous gagnent, mais s'ils font match nul, je pense que voilà. Puis en plus de ça, ils ont quand même des points à rattraper en championnat. Donc ils enverront une équipe, pas bis, mais pas la meilleure équipe. Il leur suffirait de perdre 4-0 pour finir premier de la Ligue 1, si c'est. Donc je pense pas que Paris finira dans les 2 premiers. Enfin, c'est juste un avis, hein, c'est pas un souhait. La question que j'ai à te poser, du coup, Lionel. Après juste, alors, je peux répondre à Andreas. Je suis pas d'accord avec ton analyse de Paris est un club de seconde zone. Je pense que Paris a un fonctionnement d'un club de seconde zone, mais malgré tout se structure, alors pas parfaitement, mais commence à se structurer comme un club de haut niveau. Après, arriver à ce que ressemblent des clubs comme le Real, le Bayern, etc., le faire en 10 ans, c'est déjà quand même pas mal le parcours du Paris Saint-Germain. Alors, bien sûr, on peut être très critique par rapport à ce qu'on voit, parce que c'est la vérité, ce qu'on voit n'est pas bon. Mais je trouve qu'on a des fois tendance à oublier qu'il n'y a que 10 ans qui se sont passés depuis la... J'entends ce que tu dis, Lionel, et je vais abonder en ton sens, dans le sens où, au niveau marketing, le Paris Saint-Germain s'est hissé en une dizaine d'années dans les tout meilleurs mondiaux. On est un petit peu à la traîne à certains égards, parce que mine de rien, on vient dans le championnat de France, mais en dépit de venir du championnat de France, on est allé dans ce sens-là. Maintenant, au niveau sportif, quand tu recrutes un Leandro Paredes à 45 millions, qui est un joueur très cohérent. C'est un management. Oui, non, mais je vais revenir sur la structure après. C'était juste par rapport à ce que disait Lionel. Et j'avais une autre question. Mais quand tu prends un Leandro Paredes, mais qu'à aucun moment tu vas l'utiliser de manière cohérente par rapport à qui est Leandro Paredes, que tu vas prendre un Gana Gueye, où on se demande encore le pourquoi du comment, que tu vas prendre un Danilo en dernière solution, où a priori il a des vraies qualités de 6, mais il a tellement de défauts par ailleurs que tu te demandes vraiment comment tu vas pouvoir l'utiliser. Que t'es dans la lignée où, si tu veux, tout à coup, tu étais en train de te dire, ah bah tiens, on va recruter Stambouli pour suppléer Mota, on va recruter Krikoviak pour suppléer Mota. On a des réflexes, tu vois, on a vraiment des réflexes de club de seconde zone dans le choix des joueurs qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va acheter le bling-bling, mais derrière, on est incapable de structurer une équipe et on est incapable de réfléchir, ne serait-ce que comme un club comme Séville, tu vois, je veux dire, quand on parle, il y a les clubs genre Ligue des Champions, machin, le Chouette, le Real, le Barça, blablabla. Mais ensuite de ça, tu as des clubs qui sont très cohérents, qui existent en dessous, Séville, et il y en a tant d'autres. On est à des années-lumière de ça, en termes de cohérence tactique, en termes de cohérence de choix de joueurs. Et puis ensuite de ça, il va falloir parler de la direction à un moment. Il va falloir parler de la manière avec laquelle on gère les jeunes, de la manière avec laquelle les choses sont structurées au Paris Saint-Germain. Il me tarde qu'il y ait ce centre d'entraînement pour que peut-être les choses évoluent, ne serait-ce que grâce au physique. Mais en l'état, c'est un bordel sans nom. C'est complètement hallucinant. Tu as l'impression que parfois ça fleure avec l'amateurisme, la manière avec laquelle c'est structuré, la manière avec laquelle ça a été organisé. Juste un fait. On a inventé un poste, c'est l'assistant du directeur de football quand il n'y avait pas de directeur de football. Tu ne trouveras aucun autre club qui a fait ça. Et ça, c'est le Paris Saint-Germain, et c'est le Paris Saint-Germain in a nutshell. On peut reparler de Patrice Kluivert. Le mec, on se dit c'est un mec de médias, machin, c'est bien, il va être bien, etc. C'est en permanence des mecs qui sont recrutés, à qui on donne pas les pleins pouvoirs, à qui on ne sait même pas quel pouvoir on leur donne, les mecs ne savent même pas quel pouvoir ils ont, et à l'arrivée, c'est une cacophonie qui est inaudible. Je pense que Lionel, quand il parlait de progrès, de structure de club de première zone, il parlait
de tout ce qui a été fait niveau Oui, nutrition, je l'ai dit. niveau Mais préparation je physique. l'ai- Toi, tu n'as pas du centre d'entraînement. Ah, ça, oui. Oui, je parlais vraiment de Tout ce marketing. qui est la nutrition, Oui. tout ce qui est l'accompagnement des joueurs, les intendants, les centres physiques, les Ouais, centres mais c'est le d'entraînement, paradoxe. même C'est- les prépas, les séances de prépa. Ou C'est comme le il disait, paradoxe. Leonardo disait Oui, qu'on briefait avec des bien taureaux et sûr, avec Carlo, bien il y a eu une sûr. structuration. Mais c'est le paradoxe, c'est-à-dire que tu avais l'époque où Ibra était le mec qui arrivait le premier à leur entraînement, mais maintenant ils sont les premiers à arriver à la SADO, quoi. Ça, c'est Donc les si tu coachs. veux, non, mais sans déconner, c'est-à-dire que effectivement, tu as eu des progrès qui ont été faits là-dessus, mais est-ce que ces progrès, c'est des progrès qui ont été pérennisés? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est des progrès qui sont issus de l'institution ou issus de quelques exemples qui allaient donner? J'en suis pas sûr. Et il y a un moment où l'institution doit faire corps, et je suis désolé de le dire, mais pour moi, on est clairement un club de seconde zone avec des joueurs à 200 millions d'euros. Lionel, là, tu veux répondre à ça? Non, après, je ne sais pas que je sois totalement en désaccord avec Grayas, hein, c'est-à-dire que dans ce qu'il dit, il y a énormément de choses vraies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 10 ans, le parcours que Paris a fait, c'est quand même, je trouve, surtout euh, dans l'économie d'échelle actuelle, parce que c'est pas, quand on prend par exemple, il y a, au début des années 2000, un club comme le Milan AC, par exemple, c'était 200-250 millions de budget, et ça n'a pas tellement évolué pour eux. Aujourd'hui, pour arriver au très très haut niveau, Paris a dû pratiquement multiplier son chiffre d'affaires par 8, voire 9. Après, oui, il y a énormément de choses qui manquent au Paris Saint-Germain, mais je pense que c'est même plus lié à euh, la façon dont les propriétaires gèrent leur pays et gèrent leur façon leur vision des choses que vraiment ce qui se passe au sein du club. Mais à mon avis, je pense qu'on a... Ça a du impact. La manière avec laquelle ils gèrent et leur vision de la gestion a des impacts sur ce qui se passe au sein du club. Et il y a un moment, pour l'instant, il n'y a aucune prise de conscience Mais des impacts tout ça. pour moi, à ce niveau-là, ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils peuvent faire, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire on aura un super centre d'entraînement, etc., etc. Mais je pense que tant qu'on restera sous Qatari, on n'ira pas plus loin en termes de structuration. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe à City, à côté, je pense que ça aurait été bien quand même qu'ils s'en inspirent un peu plus. Mais ils ne le feront pas, pour moi. Moi, le centre d'entraînement me donne un petit peu d'espoir par la proximité que ça induira entre les... Enfin, grosso merdo, les décideurs parisiens seront à côté de là où s'entraînent les jeunes. Donc, il y a tout un tas de phénomènes d'agents qui pourraient être mieux filtrés. Il y a un certain nombre de choses qui seront positifs, qui viendront de la simple venue de ce fameux centre d'entraînement. Mais bon, ça suffira pas, ça c'est clair. Ouais, ben, on en a parlé en long et en travers, je pense qu'on en reparlera. Lionel a dit qu'il ne voyait pas Paris gagner à United. Drayas, est-ce que toi tu penses que Paris peut gagner à United et surtout, est-ce que Paris est favori à United ou Paris est devenu un outsider? Alors, moi je ne souhaite pas que Paris gagne à United. Et après j'en sais rien. Dans les faits, si on regarde tout simplement la cohérence offensive de United a des vraies faiblesses derrière, mais il y a une vraie cohérence offensive. Et vu notre incohérence offensive, on n'est pas capable de profiter des faiblesses de United derrière. Donc si j'étais un bookmaker, je donnerais une plus belle cote pour le Paris Saint-Germain que pour United. Pour toi, si on joue comme contre Leipzig, on se fait punir parce qu'ils ont Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, t'as Pogba qui peut complètement bouffer tout le monde. Mais en gros, ils ont les arguments offensifs et nous, on n'a pas les arguments de bloc pour exploiter leurs faiblesses défensives. Donc pour toi, on est clairement un outsider et tu peux gagner, ce serait encore un miracle. Clairement. Mais je ne souhaite pas qu'on gagne. Je souhaite qu'on passe à la trappe juste pour la prise de conscience parce qu'elle devient nécessaire. Très bien, un pronostic peut-être. Par square, un pronostic. 2-1 pour United. Lionel, un pronostic sur United? Je pense que ça va être 2-0 pour United. Je vais dire 3-1 United. On est confiant. Après, pour répondre à Andreas, la dernière fois qu'on a eu une prise de conscience, on a lâché 400 millions sur 2 joueurs. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de voir une prise de conscience. J'aimerais une vraie prise de conscience, en fait. J'y crois. Si on change rien, mais on recrute 2 joueurs à 200 millions pour rien changer autour. Ouais, c'est ça. J'aimerais que tout à coup, on se dise, tiens, on va recruter que Nasser El-Khelaifi reste président. De toute façon, il ne faut pas se bercer d'illusions. Tant que les Qataris sont là, le président sera Qatari. Ce sera immuable.
mais que dans ce cas-là, il donne un directeur sportif les pleins pouvoirs. Ils ne l'ont pas fait avec Antero Henrique, ça aurait peut-être été une bonne chose. Ils ne le font pas encore avec Leonardo, ça aurait peut-être été une bonne chose. Voilà, tant qu'on restera dans cette espèce de flou de oui, tu as les pleins pouvoirs, mais non, tu n'as aucun pouvoir, on n'avancera pas. Très bien, bon, on va passer au match contre Bordeaux. Je ne vais pas demander une performance collective et individuelle cas par cas. Je vais poser quelques questions. On a vu contre Bordeaux, pas dans le match tactiquement, mais dans le scénario, un peu un scénario similaire face à Monaco, c'est-à-dire une équipe de Paris qui domine face à une équipe en face qui est très faible, qui a l'impression que Paris peut mener 2-1. Contre Monaco peut tuer le match très vite, contre Bordeaux à la mi-temps, Paris peut mener 2, 3, 4, 5-0. Et à l'arrivée, Paris n'est pas capable de garder ce score favorable. Alors, il y en a qui avancent l'incapacité physique. La question que je vous pose, c'est est-ce que c'est qu'une incapacité physique? Est-ce que c'est normal au bout du contexte ou alors il y a d'autres choses? Par exemple, l'incapacité à répondre au coaching adverse, Monaco qui fait un triple changement et derrière qui renverse le score, Gasset pareil, et ou aussi un problème de mentalité groupe, mentalité des joueurs qui ne veulent pas faire les efforts. Lionel, c'est quoi pour toi le problème principal? Je pense qu'il y a un peu de tout. Mais il est vrai que je reste persuadé que, alors, quand on prend le match de Leipzig, par exemple, où on ne fait pas un gros match, mais quand les trois offensives, même s'ils sont plus capables de faire les différences devant, dans ce cas-là, il faut savoir accepter de fermer la boutique. Tu mènes 2-0, tu mènes 2-1, tu n'es pas en capacité de faire les efforts, tu resserres les lignes, tu fermes, c'est pas beau à voir. Mais aujourd'hui, si son objectif de gagner, qu'il le fasse en étant efficace. Et quand on voit les attitudes, que ce soit contre Monaco ou contre Bordeaux, c'était pire, j'ai envie de dire, parce que Bordeaux, c'était vraiment débrouillez-vous derrière et en plus devant, on n'est pas capable non plus de faire une différence. Dans ce cas-là, faites descendre le bloc, restez à 11 derrière, ce que les autres clubs de Ligue 1 font généralement contre vous, et puis tenez le match. Mais non, c'est une année qui est difficile et qui sera très très longue en tant que supporter. Surtout en plus de ça, si on passe à la trappe. Et c'est pas sûr qu'on n'ait pas une surprise contre l'équipe turque en plus. Ce serait funky, ça. On verra. Ce serait marrant de finir en quatrième, ça risque d'être compliqué. Toi, Dreyas, t'en penses quoi donc, de ça? Est-ce que c'est un tout? Est-ce que c'est plus physique, plus tactique, plus le truc, en fait, si tu veux, c'est pour répondre à la question, j'ai envie de te dire, ça fait quoi? C'est 2 ans ou 2 ans et demi, Tourelle? 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, pour l'instant, on a vu quelques matchs qui étaient cohérents dans le jeu sans ballon. Liverpool en tête. Et pour l'instant, sinon, ça a été tiens, vous êtes heureux, je vous mets 5 offensifs et profitez-en parce que vous allez voir un peu de surnom devant. Mais tu as l'impression qu'il n'y a eu aucun travail qui a été fait au niveau des repositionnements, au niveau des combinaisons, des réadaptations, etc., etc., etc. Et effectivement, il y a un moment où tu dis aux joueurs, tiens, je vous lâche la bride, allez, faites ce que vous voulez. Et puis au bout d'un moment, ça patine. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de ce qu'on appelle une structure. Et c'est la base du coaching. Et en fait voilà, si on fait le bilan de Tourelle, quand est-ce que Tourelle a fait un coaching qui était là pour installer une logique offensive à son équipe, qui était là pour installer une logique offensive où on allait jouer avec 5 offensifs, où on allait avoir des permutations qui étaient intéressantes. Et là, tout à coup, tu as un match contre Bordeaux qui est plaisant pendant 60 minutes et qui ensuite de ça s'écroule. Mais c'est quand que tu l'as travaillé ce match? C'est quand que tu l'as travaillé ce scénario? Plutôt que d'aligner tes Gay, tes Danilo, tes machins, tes je sais pas quoi, tes systèmes à 25 défenseurs et 2 offensifs ou je sais pas quoi, quand est-ce que tu as travaillé cette logique-là? Et après, tu dis, merde, ça s'écroule au bout de 60 minutes. Pas de chance. Du coup, on va revenir à un système défensif. Alors, je veux bien qu'il y ait l'esprit Covid, qu'il y ait machin, qu'on soit dans une économie de choix. J'entends. Mais ça fait 2 ans et demi qu'on a avec Thomas Tuchel. Est-ce qu'il y a pas aussi une suffisance des joueurs quand tu vois Mbappé rater des occasions faciles, notamment des crochets, moi je la joue facile. Ça peut être. Mais ce que je vois aussi, c'est que tu te retrouves avec des Kylian Mbappé ou des Neymar ou des Di Maria qui sont en Ligue des Champions dans des situations où ils sont en mode Hail Mary, démerde-toi tout seul. Voilà, profite d'une erreur adverse ou sinon n'existe pas du match alors que tu vaux 200 millions.
Et je pense qu'il peut y avoir une frustration, il peut aussi y avoir une arrogance qui vient de ça, il peut y avoir aussi une mentalité d'équipe qui n'est pas installée, mais c'est tout simplement le fait de travailler ce genre de système, de travailler le fait de jouer offensivement, de travailler le fait d'avoir des permutations et de pas que se reposer sur la qualité des joueurs pour assurer les dites permutations. Et voilà. Et le truc, c'est oui, je suis d'accord avec Lionel. En soi, aujourd'hui, avec la crise Covid, avec machin, avec truc, tout ça, bah, t'as pas le choix. T'es obligé de bétonner et d'espérer le réalisme, ou plutôt, c'est pas le réalisme, parce que quand on regarde Leipzig, le réalisé joueur n'a rien apporté. C'est juste une énorme erreur de Leipzig à la relance qui nous permet d'obtenir un but. Tu peux te reposer là-dessus parce que t'as pas d'autre choix. Mais fondamentalement, est-ce qu'on est en train de juger Thomas Tuchel maintenant ou est-ce qu'on est en train de le juger sur les 2 ans et demi? Parce que si on le juge sur les 2 ans et demi, il est hautement coupable parce qu'il n'a jamais mis en place quoi que ce soit pour pouvoir s'en sortir autrement. Après, tu excuses tout aux joueurs, là, un peu. Quand tu vois qu'il y a des attaques de Bordeaux à 4 contre 4 avec des joueurs qui marchent... J'excuse pas tout aux joueurs. Oui, Est-ce qu'on doit les disculper de tout ça? Non, non, non. Mais encore une fois, quand tu es en Ligue 1, enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est à partir du moment où tu installes un esprit compétitif, à partir du moment où tu installes un truc, où tu leur proposes un plan de jeu, où tout à coup les joueurs vont être mis en avant parce qu'ils pourront exprimer leur qualité, etc., etc., tu vas trouver tout un tas d'autres attitudes. À partir du moment où tu es en train de mettre en place un jeu que défensif et que tu es en train de leur dire ben, foncez devant, on va vous servir et machin, tu n'es pas en train de mettre en avant des attitudes qui vont être plaisantes sur le terrain. Tu parles d'esprit compétitif, donc je vais enchaîner avec la question suivante et je vais te relancer, Darius. L'esprit compétitif, c'est aussi la concurrence. Est-ce que quand on voit encore les performances de Rafinha et Keane qui ont été parmi les meilleurs contre Bordeaux, est-ce que s'ils sont de nouveau sur le banc contre United, Tourelle tue définitivement la notion de concurrence ou c'est déjà fait depuis longtemps? Il n'y a juste rien à dire sur le sujet, c'est une vaste blague. Thomas Tuchel, je ne sais pas pourquoi, il n'aime pas Rafinha. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas l'utiliser quand il faut. Mais trop créatif et trop. Non. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de répondre à ta question. Et Keane par rapport à Di Maria qui marche dans les chaussettes. Keane est très très bon dans le jeu, même si notons au passage qu'Alimundo est aussi très très bon dans ces quelques entrées qu'il a, même si on ne va pas les comparer. Mais Keane est très très bon dans le jeu. À l'heure actuelle, en tout cas, il occupe bien plus l'attaque, il est bien plus en train de fixer ce qui se passe en face, il est bien plus en train de bloquer les relances adverses, et oui, il est très utile. Il mériterait d'être... Lionel, est-ce que pour toi, Rafinha et Keane mériteraient, si on parle de concurrence, d'être titulaires contre United? Alors, après, juste pour ajouter, par rapport à ce qu'a dit Dres concernant Rafinha, visiblement, c'est quand même un joueur que Tuchel demande depuis 2 ans. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose contre lui. Je ne sais pas si c'est un problème de concurrence ou autre, c'est que Rafinha, moi l'impression que j'ai, c'est que c'est un joueur qui est capable de donner 45-50 minutes de très haut niveau avec une intensité modérée. Est-ce que contre United, il sera capable de tenir ce rythme-là? Je ne sais pas. Après... Le problème, c'est que contre l'AFC, notamment l'année, tu as un Paredes qui revient de blessure depuis 2 jours. Ouais. Et tu sais qu'il ne va pas le tenir par rapport à Rafinha, même si peut-être que 60 minutes, tu ne peux pas dire qu'il l'a moins qu'un Paredes, par exemple. Oui, c'est sûr, mais je pense que dans l'impact physique, peut-être que lui se dit que Paredes serait capable plus facilement de tenir le choc. Après, je ne cherche pas à comprendre ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. De toute façon, en étant honnête, je pense que quand tu signes au Paris Saint-Germain aujourd'hui, je pense que tu sais très bien que la concurrence, elle n'est pas, il n'y a pas une grosse concurrence qui va être mise en place. Au milieu de terrain peut-être, mais les 3 devant, quand tu vois l'estime qu'a Tuchel pour Di Maria et le statut de Neymar et Mbappé, sauf s'ils jouent à 4 devant, s'ils décident de jouer à 3, la concurrence, il n'y en a pas véritablement. Donc, je sais c'est un problème. À la limite, Neymar et Mbappé intouchables, mais Di Maria, qui a déjà été sûrement sous Unai, quand on voyait l'année dernière dans ces périodes de creux que Sarabia était bon, là de nouveau Keane et qui joue tout le temps, ça pose aussi un problème. Derrière, Di Maria n'est pas content de sortir derrière les deux justement parce qu'il a ce statut d'intouchable. Non, mais ça je remets pas, je suis d'accord avec toi. Et je pense même que la concurrence soit due se jouer sur les 3. C'est-à-dire que même Neymar et Mbappé, être capable à certains moments, quand ils ne sont pas à 100% physiquement, de les sortir un peu plus tôt. Quand on voit contre Leipzig, contre Leipzig, il attend, je ne sais plus à combien de minutes qu'il les fait sortir.
alors que physiquement, ils étaient plus capables de faire les efforts et que c'est surtout là qu'on avait besoin on avait besoin d'eux. C'était pas dans conserver le ballon et chercher marquer un but. Ils n'avaient pas les gens. Et tu attends, là, je crois que c'est la 87e, la 88e pour faire entrer Keane et Sarabia. C'est incompréhensible. Euh, donc, la concurrence, je pense qu'au Paris Saint-Germain, il n'y en a pas. Et je pense que s'il y a des joueurs qui y croient, bah, ils en doivent être un peu candides, mais moi, il n'y a pas de concurrence. Je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi. As raison pour les deux devant et comme le dit Basto, pour les trois devant, mais même si le troisième devrait être un peu plus remis en cause. Mais alors, par contre, au milieu, qui est-ce qui s'est imposé? Même si on est honnête, même Marco Verratti ne s'est pas imposé de manière indiscutable. Et, Je dis pas le contraire. Ce que j'ai dit, c'est que je pense pas que c'est que tu vois, par exemple, tu prends Rafinha, tu prends Draxler, tu prends Gay, tu prends Herrera, tu prends Paredes, t'as vraiment moyen de mettre en concurrence des joueurs, leur faire miroiter une place, leur dire voilà, etc., etc. Mais tu te reposes tout le temps sur les mêmes solutions à l'arrivée. Mais tu sais que je pense pas que Rafinha ne joue pas pour une question de concurrence. Je pense que Tu vas me dire une question de physique, mais d'un autre côté, il va aligner un gars qui est de retour de blessure alors que Rafinha il est sur le banc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, Rafinha, il a une contre Bordeaux et on va pas se mentir, il a une contre Bordeaux parce qu'il est en train de reposer les titulaires pour Manchester. Il est en train de reposer les titulaires pour Manchester United. Tu vois, il y a un moment, non, Rafinha, je veux bien que Rafinha soit à court de forme. Je finis, Lionel. Je veux bien que Rafinha soit à court de forme, mais il y a un moment où, ouais, il est à court de forme, mais il y a un moment où tu vas faire rentrer un gars qui est complètement blessé, qui va se cramer à la 60e et qui va se blesser à la 70e. Pour ne pas faire jouer Rafinha. Donc j'ai du mal, vraiment du mal avec l'argument Rafinha, c'est le profil que Tourelle veut depuis 2 ans parce que il est dans une sous-utilisation systémique de Rafinha et il va surutiliser Rafinha dans les matchs qui comptent pas pour ne pas le mettre dans les matchs qui comptent. le truc, c'est que moi, là où je suis, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je ne pense pas que le choix de mettre Rafinha sur le banc ou de faire entrer Gay ou etc. soit lié à la qualité du joueur. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en Ligue des Champions, parce que pour lui, ben, il y a moins en championnat, bon, là c'est pire parce qu'on n'arrive pas à gagner. Mais j'ai l'impression que l'utilisation, par exemple, de joueurs comme Gay ou quoi que ce soit, c'est dans son esprit par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place, par rapport à ce qu'il essaie de sauver, c'est il lui faut un milieu de terrain avec des joueurs qui sont capables de mettre de l'impact et qui ne cherchent pas. Il gagne le plus de duels et le plus de récup. Voilà, c'est ça. C'est qu'en termes de statistiques, si tu veux, Rafinha, il mange Gay sur le Gay du moment et le Rafinha du Oui, moment. mais je dis pas le contraire. Sur tous les métriques. Non, mais je dis pas le contraire. Je cherche pas à défendre. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le profil, j'ai l'impression qu'en Ligue des Champions, il met un milieu de terrain avec des joueurs qui sont capables de mettre de l'impact, mais pas, il ne cherche pas des joueurs qui sont capables de faire du jeu ou quoi que ce soit. C'est l'impression que. Mais je ne pense pas que ce soit une question de concurrence ou de. Mais il ne parle pas de vérité, il parle dans l'esprit de Tourelle. Pour lui, il attend que Gay refasse ses performances. Mais en soi, dans l'impact que met sur le terrain, Rafinha en met autant que Gay. Il court partout de la même manière. Il est aussi physique de la même manière et il a plus de récupération que Gay. Tu vois, et tout en sachant que lui est capable d'organiser le jeu un minimum quand il reçoit la balle. Mais Lionel ne dément pas ça. Je pense que Lionel dit que dans l'esprit de Tourelle, il est dans son esprit, il faut le joueur profil. Le joueur profil, c'est Gay, c'est pas Rafinha, il ne regarde pas la réalité des faits. Sauf que dans les faits, dans le profil, Gay. Je crois qu'Lionel disait que Tourelle s'en fout des faits, enfin, ne voit pas les faits et dans son esprit, c'est comme ça que je peux gagner. C'est un problème. Ou de pas être déséquilibré. C'est un vrai problème. Ça, Lionel? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un vrai problème. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème. Un petit mot sur le match de Pembele, Lionel? Moi, j'ai aimé. Alors, il est jeune, il a fait une erreur en début de match avec le but contre son camp. Mais j'ai trouvé, plus le temps passait, plus il prenait ses responsabilités, il n'était pas timide. Enfin, j'ai vu des choses intéressantes pour un jeune de son âge. Et j'espère qu'on le reverra un peu plus souvent. En plus de ça, il a prolongé son contrat jusqu'en 2024, donc c'est une bonne nouvelle.
Mais j'ai vraiment aimé. Alors même dans ses projections, dans le, ce Dans qui les est- 20 mètres. Il était dans les 20 mètres Sur adverses les 20 minutes 3-4 que tu as fois. vues. Bah oui, mais il y était à chaque fois, quoi. Et donc, j'ai envie de le revoir un peu plus souvent. Et ça me conforte. Alors, c'est vrai que, par exemple, on compare Kyle Squeeze qui a tendance à se regarder un peu jouer, mais ça me conforte aussi dans le fait que dans la formation du Paris Saint-Germain, il y a de la qualité. Quand on voit bon, un Kouassi qu'on a perdu, aujourd'hui un Pembele, je pense qu'il y en a Qui va d'autres. arriver. Hmm. Je dis El Shaddai qui va arriver, mais Oui, voilà, exactement. Michou. Simon, il y en a beaucoup. Je me dis que c'est dommage de voir des investissements faits sur des joueurs et qu'on n'accompagne pas suffisamment nos jeunes dans. Surtout sur des C'est joueurs sûr, mettre moyens. 16 millions sur Danilo et 30 sur Gay quand tu as des Surtout, joueurs au voilà, milieu. sur des joueurs moyens. Mais ça, on l'a dit et redit. Lionel, tu penses que Pembele, son meilleur poste à terme, c'est quoi? Latéral droit, latéral gauche ou central? Ben, physiquement, aujourd'hui, je pense qu'il a plus le physique d'un latéral droit, Pareil. mais je pense qu'il a les capacités de s'étoffer pour pouvoir jouer aux deux postes. Et même en fait, avec ces qualités-là, je pense que ça peut être un défenseur central de très haut niveau, capable d'être proactif, de sortir balle au pied, de trouver des angles, etc. Mais aujourd'hui, je pense que pour lui, ce sera plus simple de jouer de latéral droit parce qu'il sera un peu, il aura moins de joueurs d'impact et physiquement solides sur le dos, mais ça lui permettra aussi d'exprimer ses qualités. Et, non, j'ai trouvé, par rapport à son âge, par rapport au club auquel il joue et peut-être la pression qu'il peut avoir quand il joue au Paris Saint-Germain, j'ai trouvé qu'il a vraiment été solide et j'ai envie de le revoir un peu plus souvent. Est-ce que tu penses que bien encadré, non pas qu'il devienne un titulaire, mais est-ce que tu penses qu'il peut ne serait-ce que prendre la place d'un Dagba ou d'un Kehrer dans la Bah, rotation? il y a Laurent Huard qui a fait une déclaration aujourd'hui pour dire Son ancien formateur. que Mpembele, grosso modo, avait déjà le niveau d'un Kehrer. Par rapport à ce que disait Lionel, moi j'ai vraiment plus envie de le voir sur l'aile parce il a une propension à être offensif qui va au-delà de ce que tu attends d'un décès quand il est Notamment sans offensif. ballon. Ce n'est pas que porter avec le Voilà, ballon, c'est c'est-à-dire dans qu'il l'espace sans ballon. il est vraiment capable d'être dans les 20 mètres adverses sans ballon. Pour un central, pour le coup, moi qui aime les centraux qui sortent, c'est un peu too much. Mais ouais, voilà, en latéral. Mais oui, pour moi, clairement, il a une vraie carte à jouer par rapport à l'effectif. Pour peu que Thomas Tuchel sache le reconnaître, quand on voit un Kehrer qui, lui, a un physique x3 par rapport à un Pembele, mais qui se casse en permanence, peut-être qu'un Pembele avec un physique x3 moins va moins se casser et pourrait être utile sur le terrain. Et je ne vois pas beaucoup plus de points faibles que Kehrer, en tout cas. Très bien. Je vais poser une dernière question. On voit un championnat qui se resserre avec Lille qui revient. Lille, Lyon, Monaco et Montpellier qui reviennent à 2 points de Paris. Lyon et Monaco qui sont en pleine forme, 4 victoires de suite pour les deux. Et Marseille qui. Marseille qui a 4 points du PSG avec 2 matchs de moins. Donc s'il les gagne, Marseille est de Ligue 1. Donc la question c'est est-ce que vous pensez que Paris peut perdre le titre cette saison? Brias. Toujours dans le même délire que tout à l'heure, je le souhaite. Je le souhaite pour une prise de conscience. Maintenant, est-ce qu'on peut le perdre? Oui. Objectivement, oui. C'est clairement le candidat le plus problématique cette saison. C'est pas Marseille, même s'ils peuvent être devant, c'est Lille. Il y a Monaco qui revient bien, même si j'aime pas Ouais, Kovac. oui, Et il y a mais Lyon qui est toujours là. mais Lille propose ils ont un vrai projet de jeu, c'est très solide. Ils devraient pas. Enfin, ils peuvent rester un peu en Europe, mais ils ne devraient pas forcément aller très loin. Et ils ont un vrai projet de jeu et ils pourraient ne pas du tout s'écrouler en février, en mars, en avril. Et ils pourraient poser des vrais problèmes. Lionel, est-ce que tu penses que Paris peut perdre le championnat et quel est le concurrent le plus sérieux? Oui, ils peuvent perdre le championnat. Et je pense que le concurrent le plus sérieux, c'est Marseille. Je pense que moi, je suis d'accord avec Lionel. Je pense que c'est Lyon et Marseille pour moi les concurrents plus sérieux. Lyon. Peut-être même plus Marseille. C'est-à-dire que même en Ligue 1, dans les matchs où ils sont pas bons, ils vont toujours réussir à les gagner ou sauver le nul. À un moment donné, alors que Lille, on sent une équipe qui est
qui est très forte, qui est peut-être la plus belle équipe de Ligue 1 à avoir joué en ce moment, C'est la plus mais bonne, qui est, clairement. mais qui est naïve. Ils se prennent ce 5-3 contre Brest après avoir gagné contre Milan 3-0. Hier, ils font une première mi-temps, ils Oui. sont complètement bouffés par Saint-Etienne. Oui, Et mais ils c'est dominent là. la C'est-à-dire seconde. que l'Europe peut leur Et coûter ils sont cher. déjà qualifiés pour les 16e. L'Europe peut leur coûter cher. L'Europe peut leur coûter cher. Mais si tu enlèves l'Europe, jamais. Mais si tu enlèves l'Europe, tu vois que dans les gros matchs, ils les ont pas gagnés. Ils ont perdu contre Marseille qui surdomine, mais par naïveté, ils finissent par faire un partout et se faire rejoindre. Alors que Marseille, c'est le sens contraire, ça joue pas bien, mais ils arrivent toujours à atteindre le résultat. Ben, j'espère qu'ils seraient des bons. Donc moi, je vois après, je sais pas si, mais j'aimerais bien. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas comme ça 6 équipes qui ont à peu près 2 points par match au bout d'un tiers du championnat. Ouais, c'est... Nous, on l'a perdu. On avait Nice, Monaco et Paris Non, parce qu'on avait... et Lyon, 4 équipes. Non, c'était des équipes qui étaient à 2,5 cette année-là. Oui, mais on avait C'était- à 2 points ou plus. On avait 4 équipes. Oui, Monaco, mais, Lyon, mais Nice, t'en Paris. avais 2 qui allaient beaucoup plus vite. Mais c'est vrai qu'avec 25 points en 12 matchs, les 2 dernières années, je pense qu'on avait déjà le championnat plié. Là, on a 6 équipes qui sont là, donc ça va être intéressant à suivre. Et oui, je pense que Paris peut le perdre, effectivement. Lionel, tu penses que... Oui, toi, tu as dit Marseille est le plus gros candidat, mais je n'ai pas entendu sur est-ce que Paris peut le perdre. Il a dit oui. Tu as dit oui. J'ai dit oui. Après, je pense que ça va dépendre surtout de la seconde partie de saison. Si Paris arrive à maintenir un rythme pas trop mauvais jusqu'à la trêve et physiquement arrive à reprendre un peu du poids de la bête, ce sera différent. Mais si on n'arrive pas à se remettre physiquement correctement, je pense que ça va être très très compliqué pour la fin de saison. Est-ce qu'une élimination en Ligue des Champions sera un bénéfice pour la gagne de la Ligue 1 ou un défaut? Moi, j'aurais aimé que, dans l'absolu, que Paris aille en Europa League, se remette bien physiquement et qu'on aille chercher cette Europa League. Je pense que ça permettrait au club de... Ce qu'on n'a pas pu vu avec la Ligue des Champions, ça permettrait au club de le voir avec l'Europa League, c'est-à-dire diminuer un peu cette pression autour du club de gagner une Coupe d'Europe. C'est un truc qu'on dit depuis longtemps, hein, ne pas brûler les étapes, et l'Europa League peut être une étape. On a vu Porto, l'Atlético l'a gagné avant de gagner la Ligue des Champions, ou d'aller en finale, ou l'a gagné pour Porto quelques années après. Ouais. Moi, je pense qu'on se raconte beaucoup d'histoires quand même, parce que après, avec l'Europa League, c'est pas gagné. Avec notre niveau actuel, très sincèrement, gagner l'Europa League, mais on en est à des années-lumière en fait. Non, mais j'ai bien dit qu'il faut que Paris se remette bien physiquement, parce que... Ouais, mais même en se remettant bien physiquement, tu vois, ça veut dire c'est un moment où l'Europa League, tu as des vrais concurrents, tu as des vraies équipes qui savent vraiment bien jouer au foot. Notamment le Villarreal de Emery, Lionel. Et qui sont pas du genre à faire des erreurs comme Leipzig en a fait, et qui sont un petit peu plus efficaces devant. Non, mais je ne dis pas le contraire, mais je pense que si Paris est bien physiquement, ce sera une autre affaire. C'est-à-dire qu'on ne sera pas beau. C'est vrai que je regarde les clubs qui sont en Europa League, là, pas ceux qui vont être reversés la Ligue des Champions, parce qu'on va avoir du lourd, notamment l'Inter Milan, mais on a la Roma, Arsenal, même Leverkusen ou Benfica, c'est des équipes. Naples, la Sociedad, qui est leader de ça. Ces équipes-là va les sortir. Si tu tapes Naples, va le sortir. C'est pas des équipes dont on est sûr aujourd'hui de battre. Ouais. Et tu t'en tapes. Et l'Europa, c'est facile jusqu'au quart. Mais par contre, quart, demi et finale, en général, je pense que tout dépendra de l'état physique de l'équipe. Et mental. Oui, parce que... Mais c'est là où je suis pas d'accord, moi. C'est qu'il y a un moment où, même si on se remet en état physiquement, oui, on a fait finale l'année dernière de Ligue des Champions. Mais souvenons-nous des matchs références de Thomas Tuchel. Ce ne sont que des matchs références sans ballon. On n'a pas eu encore un match référence avec ballon sur Thomas Tuchel. On va nous citer le Real Madrid avec un extraordinaire Gay, mais il ne faut pas oublier sur ce match que tu as un Real Madrid qui est coupé en deux comme jamais le Real Madrid n'a été coupé en deux. D'abandonner le ballon contre les mais en soi, c'est oui, ok, d'accord, physiquement on peut revenir, mais si on revient physiquement, ça sera pour reproposer les purges qu'on proposait avant. Ça ne sera pas mieux. Pour moi, c'est pas un souci au niveau des purges. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on prend pas de plaisir, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui au Paris Saint-Germain sur Tuchel, on verra pas mieux que ce qu'on a vu sur les 2 dernières années. Sauf que, qu'on le veuille ou non, si physiquement Neymar et Mbappé sont même à les 90%, c'est une autre histoire.
Aujourd'hui, c'est deux joueurs qui Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, Lionel, que si tu prends Leipzig, tu as Neymar qui est à 90%, tu as un Neymar qui est seul, entouré de trois joueurs, avec Mbappé à 25 mètres sur sa gauche et Di Maria à 25 mètres sur sa gauche, avec entre Neymar et Mbappé deux joueurs, et entre Neymar et Di Maria deux joueurs. Et tu as un Neymar qui, oui, aura plus de chances de créer un truc complètement personnel, mais ça sera un truc complètement personnel. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, dans la structuration de l'équipe, on n'est même plus capable, tu vois, tu te souviens, avant, tu avais, un joueur qui était Marquinhos, qui était au milieu, et on était en train de se satisfaire du fait que c'était un des meilleurs relanceurs longs d'Europe la saison dernière, ou il y a 2 saisons, je ne sais plus exactement. Mais cette saison, c'est plus le cas. Et tu n'as pas de joueurs qui sont capables de faire ça. Et donc, tu es en train de te dire que, tiens, El Mari, on va revenir à 90% en balançant 3 mecs devant, et ça va fonctionner. Moi, Je ne pense pas que ça en balancera que 3 mecs devant. C'est un ensemble de choses. Quand on voit, comment il s'appelle, Florenzi, qui aujourd'hui n'est plus capable de faire des efforts, le bloc du Paris Saint-Germain, et parce que physiquement, parce que la chance qu'on a avec une défense centrale Kimpembe et Marquinhos, c'est la possibilité de pouvoir positionner le bloc plus haut. Physiquement, si on n'est pas capable de le faire, forcément, on descend le bloc de 20 à 30 mètres. Donc, ce qui fait que ça demande à Neymar et Mbappé de parcourir encore plus de terrain, etc. Donc, oui, collectivement, ce ne sera pas exceptionnel, ce ne sera jamais exceptionnel, mais si on est à 100% physiquement, déjà, tu places le bloc 30 ou 40 mètres plus haut, c'est une autre histoire. C'est mon avis. Ouais. De toute façon, on aura le temps d'en reparler, que si on a eu un Europa ou pas. On verra bien comment ça se passe, parce qu'après, effectivement, il y a aussi le côté mental qui pourrait jouer en cas de l'élimination de Ligue des Champions, avec notamment les prolongations ou pas de Neymar et Mbappé, qui peuvent causer des torts. On va arriver à bout de ce podcast. On reviendra après le match contre United pour voir si Paris est en très bonne posture ou en fâcheuse posture. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Lionel. Merci, les gars. Merci, Drayas. Merci tout le monde. Et à bientôt. Un peu de positif. Allez. Ciao, ciao.